Bonjour à tous, nous sommes vendredi 1er juillet, ça y est, nous sommes en juillet et donc je vous l'ai dit, nous sommes dans cette période estivale, vacancière, en tout cas tout le monde commence à changer vacances et puis nous aussi, mais l'actualité continue et l'information continue dans le ZCL comme chaque jour de cette semaine et je vous remercie d'être aussi nombreux tous les jours avec nous en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Paris, en province, un peu partout à suivre cette émission. Alors aujourd'hui, le sommaire, on va commencer par l'info, inauguration de la centrale éolienne de Capesterre de Marie-Galante. On va en parler tout à l'heure. Après, on se pose la question, quel avenir pour le CIVAD? Vous savez qu'il y a des difficultés financières autour de cet organisme. Hier, il y avait donc une réunion au conseil régional. On entendra les principaux interlocuteurs. Et puis, réouverture de la boutique du Mémorial Act. Olivier Moradé l'a suivi. Et puis ce matin, inauguration du lancement, on va dire, du transatlantique. C'est pas un bateau, c'est un 4 étoiles qui va être fait dans Pointe-à-Pitre, tout près justement du Mémorial Act. Voilà un petit peu le sommaire de ce journal. Je serai accompagné tout à l'heure de notre consoeur du journal, du petit journal, qui est avec nous comme chaque semaine. Je vais parler de Marie-Jacques qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis, on va bien sûr recevoir Monsieur Frédéric Certain. J'ai envie de dire c'est très sûr puisqu'il est là. Jeu de mots facile, comme toujours. Et puis plus tard, on parlera de biodiversité, cette fois-ci avec Pamela Aubertin, qui viendra justement nous parler de cette question importante et cruciale, la question de la biodiversité en Guadeloupe, comment c'est traité. On va tout de suite ouvrir avec l'inauguration de la centrale éolienne de Capesterre de Marie-Galante. C'est important, vous savez, ce qu'on appelle les énergies propres dans un pays où justement où le fuel est important, la consommation de carbone est très importante. Et bien justement, à Capesterre de Marie-Galante, ils ont pensé à l'éolienne et c'était l'inauguration avec Charlie Lagonia et Nicolas Hatchi. C'est tout de suite. Vous voyez ici, nous avons sur cette petite place, en fait la section s'appelle Petite Place, nous avons ces éoliennes très performantes et très puissantes aussi. Nous avons un parc de plaques photovoltaïques du côté de Bellevue. Donc ça aussi, ça prouve bien que la commune de Capesterre est vraiment rentrée dans l'ère des énergies renouvelables et durables, je précise bien, et durables, puisque Marie-Galante devient l'île du tourisme durable. Donc nous suivons vraiment cette politique énergétique. C'est une première parce que c'est une installation éolienne avec du stockage. Et le stockage permet de lisser l'énergie qui est produite, ce qui nous permet de délivrer une électricité au réseau électrique la plus confortable possible et qui permet à EDF d'être plus à l'aise pour garder les équilibres du système. Le stockage, c'est le bâtiment que vous avez derrière vous, c'est une batterie d'accumulateur, donc c'est une batterie lithium-ion, donc c'est une batterie un peu spécifique, mais c'est un système qui permet d'emmagasiner l'électricité quand il y a trop de production et la restituer quand on en a besoin. Ici l'installation, donc on a 9 éoliennes de 275 kW, c'est-à-dire 2,5 MW, qui peut fournir un peu plus de 3000 habitants, c'est-à-dire grossièrement 30% de l'électricité de Marie-Galante. C'est avec beaucoup de fierté, représentant la communauté des communes, que je participe à l'inauguration. C'est une chose fondamentale puisque nous voulons faire de Marie-Galante un territoire à énergie positive. Alors c'est en ce sens que j'encourage non seulement à faire de l'énergie éolienne, parce que là nous avons une production que de 4 MW, et nous consommons en pointe à Marie-Galante près de 8 mégas. Donc il faut aller vers la centrale solaire, il faut aller vers la biomasse et je crois beaucoup à notre centrale multi-biomasse de cogénération pour impulser un petit peu nos agriculteurs. Donc un grand bravo pour nous et je disais il n'y a pas très longtemps, Marie-Galante, c'est un laboratoire, c'est un exemple surtout et nous sommes dans les solutions en quelque sorte de l'agenda pour COP21 et nous n'avons pas attendu COP21 pour proposer dans les Outre-mer, notamment à Marie-Galante ici, tout ce qui est dans le domaine de l'énergie renouvelable. Quel avenir donc pour le CIVAD? Vous savez que cette structure connaît un certain nombre de problèmes structurels et importants et donc ça a été l'objet d'une réunion hier au conseil régional réunissant bien sûr l'État mais aussi la région et
le département, et c'est principalement sur cette question de l'avenir du traitement des ordures ménagères dans la région Pointe-Noire et en Guadeloupe d'une manière générale qui a fait l'objet de cette session. Maxime Morel était sur place. On va entendre successivement le président du conseil régional, bien sûr, Harry Chalus, Madame Gustave Diduflo, qui est aussi proche de Harry Chalus, mais qui s'occupe de cette question des traitements des déchets et de l'environnement, et Madame Borel, Josette Borel-Incertain, je vous l'ai dit, Maxime Morel était sur place. C'est plus que le devenir du CIVAD, c'est tout simplement le traitement des déchets aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous enfouissons pratiquement 80% de nos déchets. Nous sommes hors la loi par rapport à la réglementation de Bruxelles. Donc il convient d'aller vers la construction d'une plateforme multifilière pour répondre aux objectifs, c'est-à-dire faire du tri et en même temps réduire le niveau des déchets enfouis de l'ordre de 25%. Donc aujourd'hui c'est ce que nous avons abordé, la construction de cette plateforme multifilière, et bien évidemment le comité syndical qui doit accompagner cette construction. Enfin, les chiffres, c'est comme d'autres l'ont dit, 228 millions. Ce que nous voulons actuellement, c'est surtout prendre le temps pour que nous ne puissions pas hypothéquer l'avenir des Guadeloupéens. Alors avec la présidente et les présidents d'Aglo, et comme le disait Mme Chevry, on dit qu'elle veut rentrer de rien, mais elle est prête à travailler, elle est là, elle est venue parce qu'il y a des choses à faire pour la Guadeloupe. Nous voulons déjà prendre le temps parce que garantir 8,5 millions, enfin 50% département-région, ce sont des sommes astronomiques pour la région et le département. En plus de cela, il y a une participation de 8,5 millions pour la région, 8,5 millions au budget, dans le cadre de financement. La région est autorité de gestion des fonds européens, donc nous devons faire attention, nous sommes vraiment prêts pour cela, pour la plateforme multifilière, mais ce que nous voulons d'abord, et comme nous l'avons dit en présence des présidents d'Aglo, c'est de remettre vraiment un bon conseil d'administration, un conseil syndical au CIVAD, avec l'arrêté du préfet qui est tombé le 21 juin, de manière à ce que nous puissions savoir d'où nous partons et où nous allons. Là, on pourra travailler convenablement et on voit vraiment les comptes du CIVAD, parce que nous n'avons aucun élément, et de là, nous pourrons travailler convenablement ensemble. Et nous avons convenu de nous revoir rapidement. Nous avons choisi de garantir à 50% pour la région, 50% pour le département, garantir l'investissement, mais aussi garantir les loyers. C'est environ 9 millions par année si nous allons vers cette construction. Donc nous allons rencontrer certainement Vinci et essayer de voir comment nous pouvons, nous avons jusqu'au 31 juillet pour pouvoir prendre la décision, continuer et comment faire en sorte que nous puissions, en personne responsable, mettre en place et offrir, je dis, à la Guadeloupe cette possibilité de traiter les déchets. Voilà, il est 12h40 dans le ZCL et comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la question de l'eau, question sensible, et pour cela, l'ensemble de la presse et des médias, excepté le petit journal, a reçu ce communiqué de presse de la Générale des Eaux et de son directeur qui est chez nous, Frédéric Certain. Quand la fraude sur les factures d'eau devient le sport préféré des Guadeloupéens, en fait, le directeur de la Générale des Eaux a décidé de prendre son bâton de pèlerin et d'alerter les Guadeloupéens sur la question de l'eau. Question très sensible, je l'ai dit. Il y a eu des grèves dernièrement, les problèmes du SIAG ne sont pas résolus, la question du syndicat unique de l'eau non plus n'est pas résolue, mais enfin, les questions de facture aussi sont posées. Bonjour, M. Frédéric Certain. Bonjour, merci de m'avoir invité parmi vous. Je le disais, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour faire le tour, c'est que la situation est grave. La situation est grave et comme vous l'avez dit, on parle beaucoup d'eau, vous avez parlé des épisodes récents, mais on n'a pas parlé tellement d'argent au cours des derniers jours, des dernières semaines. Or, l'équilibre économique de tout service est la base de la qualité de celui-ci. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je reprends votre mot, pour dire aux Guadeloupéens, pour dire à l'ensemble des acteurs de l'eau qu'il n'y aura pas d'eau demain si les Guadeloupéens, tous les Guadeloupéens, ne participent pas à l'effort financier. Question de Marie-Jacques. Bonjour, Monsieur Certain. Je vais rebondir sur justement cette partie financière qui serait montrée du doigt notamment par le fait qu'il y ait un Guadeloupéen sur 3 qui paye ses factures. Peut-on dire que le Guadeloupéen est mauvais payeur ou c'est plutôt parce qu'il n'a pas reçu ses factures pendant une période de 2 ans ?
Je pense à des factures de 2013 qu'ils ont reçues en 2015. Mais j'ajoute des factures astronomiques aussi quelquefois, qui n'ont pas rien à voir avec la réalité. Oui, j'en reviendrai après parce que j'ai un exemple concret. Pour Donc, il faut d'abord parler des Guadeloupéens qui payent leurs factures. 2/3 des Guadeloupéens payent leurs factures et je les remercie, mais je ne les remercie pas simplement en mon nom, je les remercie au nom de l'ensemble des acteurs de l'eau, des services publics de l'eau, des régies de l'eau, des services qui gèrent l'eau en Guadeloupe. Effectivement, 1/3 des Guadeloupéens aujourd'hui considèrent qu'ils n'ont plus à honorer leurs factures. Mais il y a d'abord certains consommateurs qui agissent de cette manière, mais il y a également certains élus qui abondent en ce sens. Donc l'eau est un service public. La loi française prévoit que l'eau paye l'eau. Cela veut dire qu'il y a deux choses qui doivent être prises en compte. La première, c'est que le tarif de l'eau doit équilibrer le coût du service pour permettre le fonctionnement du service, mais également les investissements du service. Et il y a après le fait qu'après le tarif et la facture, il y a nécessité de participer et de payer ces factures. Donc 2/3 des Guadeloupéens payent leurs factures et 1/3 aujourd'hui considèrent qu'il peut ne pas la payer. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas reçu leur facture au moment voulu. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il y a eu débat sur l'envoi des factures, il y a eu débat sur certaines anomalies de facturation qui ont concerné l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire notre société, éventuellement d'autres régies. En ce qui concerne Général des Eaux, cette difficulté est clairement derrière nous. Il y a eu des difficultés dans le passé, nous les avons reconnues, et aujourd'hui elles sont traitées, aujourd'hui les factures sont parfaitement adressées, sont parfaitement calculées, il n'y a plus de débat sur les factures, il y a aujourd'hui un débat sur le paiement. Ce que je souhaite dire, et le mot pèlerin me convient aujourd'hui, il existe une nouvelle loi qui s'appelle la loi Brotte, qui a aujourd'hui un peu plus de 18 mois d'existence, qui s'applique sur l'ensemble du territoire français et qui prévoit que, première chose, tout abonné doit payer sa facture d'eau. Deuxièmement, il n'est pas possible de couper l'abonné en résidence principale, je dis bien en résidence principale, pour aucune raison. Et cette loi a un caractère un petit peu pervers, surtout que lorsqu'elle est présentée, je dirais, à l'envers. L'obligation de payer l'eau est une obligation, la possibilité de ne pas être coupé en est une autre. Parce qu'aujourd'hui, on assiste, en particulier dans l'économie familiale fragilisée, à des gens qui pensent pouvoir s'affranchir de leur facture d'eau, puisqu'ils ne peuvent pas être coupés, mais en fait ces factures s'accumulent, la dette augmente. Et ce qui rend une difficulté, ou qui nous permet d'anticiper une difficulté demain, c'est qu'au lieu d'avoir une coupure d'eau qui précipiterait peut-être le paiement de ces factures, demain ce seront des huissiers qui seront à la porte des maisons. Donc je crois qu'il est extrêmement important de dire que la loi Brotte interdit la coupure dans les résidences principales, mais elle n'affranchit pas le consommateur de son obligation de payer sa facture d'eau. Donc on va créer des difficultés économiques majeures pour certaines familles qui auront un retentissement postérieur, et j'y vois un grand danger d'abord pour les familles, et puis un grand danger pour l'équilibre économique de l'eau en Guadeloupe. Et concernant les coupures d'eau hors la loi, c'était le deuxième point, sur le règlement des factures et dans la loi Brotte, le fait qu'il est interdit de couper l'eau. Alors, je redis, les coupures d'eau sont interdites pour quelque motif que ce soit chez les particuliers en résidence principale. Les coupures sont autorisées aussi bien dans les administrations, dans les établissements, dans les entreprises. Au cours du dernier mois, nous avons procédé à plus de 250 coupures sur des entreprises sur la zone de Jarry. C'est-à-dire des entreprises qui ont reçu leurs factures, qui les ont constatées, et dans 90% des cas, les entreprises, dans ce cas, ont réglé leurs factures d'eau, reconnaissant leur dû. Donc je crois que c'est la parfaite illustration que les gens non seulement reçoivent leurs factures, ont peut-être envie d'un moment d'attendre, mais qu'au bout du compte, lorsqu'il y a obligation, celle-ci doit être réalisée. Les particuliers, je le redis, ne peuvent pas être coupés. Ce n'était pas le cas des résidences secondaires, par exemple, ce n'était pas le cas des autres établissements, je le redis. Mais les particuliers ne peuvent s'abriter derrière cette loi simplement pour repousser leur obligation. Et je préfère dire, et notre obligation est de dire aux familles qu'il vaut mieux régler leurs factures étalées dans le temps, que de repousser celle-ci comme un tas de sable pour se retrouver dans 2 ans, je le redis,
avec un huissier à la porte de la maison. Parce que dans une facture d'eau, il y a le service de l'eau, il y a les investissements, mais il y a également une part qui revient aux collectivités locales. Et c'est avec cette part qui permet les investissements et qui permet à terme de renouveler le réseau d'eau de la Guadeloupe que l'avenir sera construit. Si aujourd'hui chaque personne prend la liberté de ne plus honorer cette obligation, c'est une dégradation pour demain. Or, la question qui m'est souvent posée, c'est pourquoi les tours d'eau en général. Les tours d'eau ont lieu en Guadeloupe parce que le réseau s'est dégradé. Il s'est dégradé parce que pendant 30 ans, les travaux suffisants n'ont pas été faits. Donc aujourd'hui, les acteurs politiques qui sont responsables des investissements sont en face d'un mur immense qui est la conséquence du simple fait que les travaux n'ont pas été faits tous les ans comme il aurait fallu le faire. Donc il faut se retrousser les manches. Beaucoup de gens sont conscients, beaucoup de gens sont prêts à cet effort, mais il va falloir le financer. Alors, d'après ce que vous dites dans votre communiqué, parmi les leaders du peloton des mauvais payeurs, on retrouve les commerces, les professions libérales, les collectivités ou encore les collèges à hauteur de 600 000 euros. Donc ça veut dire que les collectivités et les entreprises sont plus mauvais payeurs que les particuliers, c'est ça? Non, je dirais l'absence de paiement est malheureusement générale. Mais les grands établissements, les industriels ou les collectivités, les établissements scolaires consomment plus. Donc les factures sont bien sûr beaucoup plus importantes. Mais là, il faut bien sûr parler des collectivités. Les collectivités ont des difficultés budgétaires, mais elles doivent payer l'eau. Les particuliers, de la même manière, peuvent avoir des difficultés de fin de mois. Nous l'entendons, l'appauvrissement du budget familial est une réalité en Guadeloupe, donc il est normal que cette chose soit constatée. Mais faut-il payer d'abord son téléphone? Faut-il payer d'abord son électricité ou payer l'eau? Je crois qu'il y a un chiffre important à avoir tous en tête. Le budget de l'eau pour une famille en Guadeloupe, c'est 1 euro par jour. Le budget de l'énergie est en général compris entre 6 et 8 euros. Je n'ai pas donné le prix de la téléphonie parce que chacun le connaît. Et ce qui est aujourd'hui grave, c'est que dans les consciences, on puisse penser que finalement, on doit d'abord payer son téléphone. Il est vrai que si on ne paye pas son téléphone, on est coupé immédiatement, plutôt que l'eau qui est un bien collectif et un bien qui engage l'ensemble de la population, mais surtout l'avenir de la Guadeloupe. Alors, il y a quand même, il faut le dire, il y a eu un contexte particulier au regard de ce qu'on appelait ici les multinationales de l'eau. Vous savez qu'il y a eu un grand débat, peut-être, vous n'étiez peut-être pas encore en Guadeloupe, mais qui a généré, probablement, je ne dis pas, je ne cherche pas à excuser, j'essaie de comprendre, vous expliquer que beaucoup des organisations syndicales, par exemple ici, disaient les multinationales s'engraissent sur le consommateur guadeloupéen. Les collectivités ont fait des DSP, des délégations de services publics en direction des multinationales pour ne pas régler les problèmes de l'eau. Et dans ce contexte-là, peut-être aussi, c'est pas tomber dans l'oreille de sourd, je veux dire que les Guadeloupéens aujourd'hui ont un regard particulier sur les multinationales qui gèrent l'eau en Guadeloupe. Oui. J'ai entendu les multinationales ou la multinationale que je représente a tondu le mouton et d'une manière délibérée et elle doit s'en prendre qu'elle-même. Oui. Mon rôle n'est pas de faire de la politique. Mon rôle est de distribuer de l'eau. Mais il faut rappeler quand même des choses qui sont extrêmement simples. Le Général des Eaux est présent en Guadeloupe depuis 1948. C'est une vieille histoire. C'est la réalisation des travaux, c'est la distribution sur presque tout le périmètre de notre île. C'est une grande fierté, c'est un grand savoir. L'entretien aussi. D'abord la construction, qui est des travaux immenses, puis l'entretien, la distribution. Je vais vous donner 2 chiffres qui sont extrêmement simples. En 2015, Général des Eaux a dû passer dans ses comptes 20 millions de provisions pour impayés. Pour la seule année 2015, je parle de 20 millions d'euros. Je rappelle que le département, qui est aujourd'hui le principal contributeur pour réaliser des travaux de réhabilitation du réseau, a engagé 24 millions de travaux. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de parler d'un niveau d'impayé de 20 millions, je parle bien d'impayé, par rapport à un niveau d'investissement du département de 24 millions. Oui. Je vous donne un autre chiffre. Le niveau de perte que nous sommes obligés de constater, Général des Eaux Guadeloupe, atteignait au mois de juin 2015 69 millions d'euros. L'actionnaire, Veolia, a apporté 69 millions d'euros pour compenser les pertes antérieures.
Donc, quand vous dites perte, de quelle perte il s'agit? Perte du réseau? Non, des fuites, je parle des pertes, réseau mal entretenu? Je parle des pertes financières de notre Société Générale des Eaux en Guadeloupe. C'est-à-dire que quand les multinationales peuvent être montrées du doigt, aujourd'hui, Générale des Eaux Guadeloupe, au cours des dernières années, a plutôt été l'ONG de la Guadeloupe en matière financière. Oui. Ce qui veut dire, il faut être extrêmement clair, quand Générale des Eaux prend la décision de quitter les Antilles, c'est la conséquence directe de cette situation. J'ai regardé sur votre site internet, Générale des Eaux de Guadeloupe, où vous vous vantez justement de vos plus de 60 ans d'expérience sur le territoire guadeloupéen. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par expérience et si vous regardez en détail les commentaires sur les réseaux sociaux, dans la presse, différents témoignages de personnes, et là je ne parle pas de société, je parle de l'habitant dans sa résidence principale qui a des problèmes sur ses facturations d'eau, qui reçoit des coupures d'eau régulières, qui vous traite de hors-la-loi, je cite, une bande de guignols, de bande d'incapables. Allez vous faire foutre. Voilà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas, et je voulais savoir votre expérience de 60 ans sur le territoire, qu'est-ce que ça apporte, même si vous, monsieur Certain, je viens d'apprendre, ça fait 2 ans que vous êtes arrivé en pleine crise au niveau de l'eau, mais je voulais savoir qu'est-ce que la Générale des Eaux entend par son expérience. Plus facile d'abord de critiquer que de faire. Et je suis personnellement extrêmement solidaire de tous les collaborateurs guadeloupéens, principalement guadeloupéens, 95% guadeloupéens, qui font fonctionner nos réseaux de jour et de nuit. Et les propos que vous tracez dans les médias, dans certains sites, ne correspondent certainement pas ni au savoir, ni à l'envie, ni à la compétence de mes collaborateurs. Et on dit ça. Le savoir de Générale des Eaux est globalement reconnu par tous les gens qui sont dans ce métier. Les tours d'eau sur lesquels vous parlez sont un vrai sujet pour la Guadeloupe. Je vous ai parlé d'investissement. Et je vais vous dire, vous posez la question de savoir s'il faut commencer par la poule ou par l'œuf. Aujourd'hui, les réseaux de Guadeloupe, les réseaux d'eau de Guadeloupe, souffrent d'un déficit d'investissement majeur, qui n'est pas à la charge d'un opérateur, qui est à la charge collective, et donc principalement des collectivités qui organisent le service. Aucun opérateur Général des Eaux, qui que ce soit, n'a en charge la réfection des réseaux. Il a en charge son fonctionnement. Donc cette absence d'investissement est le sujet principal de la Guadeloupe. Depuis que les réseaux ont été réalisés, on va dire globalement il y a 30 ou 40 ans, cette absence d'investissement a fait qu'aujourd'hui, le réseau perd plus de la moitié de son eau par le biais des fuites. C'est comme une maison. On peut repeindre tous les ans une chambre, et puis au bout de 10 ans, la maison est en état. Et on va refaire la toiture. Aujourd'hui, dans les réseaux d'eau, nous n'avons pas fait de travaux pendant 30 ans, il faut tout refaire. Les montants qui sont gérés situent ceci entre 600 et 900 millions d'euros, c'est colossal. Je vous ai dit que le département principal investisseur, et heureusement qu'il est là, investit 24 millions d'euros cette année, et on a besoin de 900 millions. Donc le savoir est présent en Guadeloupe, il est certes entre les mains d'une société comme la nôtre, il est d'abord entre les mains des collaborateurs. Mais juste une précision, vous êtes écouté par les collectivités quand vous dites ça ? Il y a les collectivités qui s'expriment de 2 manières. Oui. Elles peuvent s'exprimer en public devant les caméras. Sur une autre chaîne de télévision, j'entendais le président du SIAG se plaindre de la situation dans laquelle le Général des Eaux lui avait laissé les réseaux. Oui. Je l'entends. Mais de la même manière, les mêmes personnes viennent souvent nous chercher pour faire marcher ce qui ne marche pas. Justement, je voudrais rebondir sur le SIAG. Fin 2014, suite au protocole, et il y a eu le mouvement de grève dont les agents de la Générale des Eaux étaient inquiets sur leur devenir au SIAG. En parallèle, janvier 2015, le SIAG reprend les rênes, reprend les agents de la Générale des Eaux, on va dire 120 agents exactement. Ils avaient aussi un engagement fin décembre 2014 de vous régler la dette
qui était à la hauteur de 15 millions d'euros à la Générale des Eaux. Et fin janvier 2015, ils devaient solder le reste de leur dette. Je voudrais savoir ce que le SIAG a payé sa dette des 15 millions d'euros à la Générale des Eaux. Alors, il faut d'abord rappeler que ce protocole du 21 décembre 2014 qui m'avait accueilli en Guadeloupe, oui, je découvrais, nous avons fait, nous sommes engagés à un certain nombre de choses. Un ensemble de collectivités autour du SIAG ont contribué à régler cette dette de 15 millions d'euros et les engagements réciproques ont donc été tenus. Aujourd'hui, le SIAG doit plus d'1,5 million d'euros à Générale des Eaux. Donc une partie de la dette s'est reconstituée et ça me permet de répondre un petit peu à votre question. Si nous étions aussi incompétents que le pensent certains, le SIAG ne serait pas revenu vers Générale des Eaux pour nous demander de réaliser un certain nombre de prestations où manifestement sur certains points nous avons encore de la compétence à exprimer. Mais je voudrais revenir sur le sujet de la compétence. La compétence, c'est un savoir-faire très générique, c'est la connaissance des réseaux. Mais nous sommes dans un travail qui s'exécute en permanence. La connaissance, le positionnement, la relation avec chacun des organes est quelque chose qui s'accumule dans le temps. Et ce sont bien les hommes qui ont construit Générale des Eaux, ce sont bien les Guadeloupéens qui en font partie, ce sont ces mêmes hommes qui sont aujourd'hui au SIAG. Mais ces hommes ne sont pas en cause. La vraie problématique, j'y reviens, est l'investissement. Ce qui est très regrettable dans les débats qu'il y a pu y avoir en décembre 2014 ou les mêmes débats qu'il y a eu au cours des derniers mois. Est-ce que quelqu'un a eu le courage de parler du tarif de l'eau en Guadeloupe? Le tarif de l'eau en Guadeloupe est un tarif qui est bas par rapport à la Martinique, par exemple. Il y a 1 euro de différence. 1 euro de différence. 1 euro de différence, oui. Donc, je rappelle qu'un certain nombre de communes, je dirais une grande part des communes de la Guadeloupe, pratiquent en 2016 le tarif qui était pratiqué en 2008. Donc, la réalité économique, les équations économiques doivent être posées. Or, je le redis, au cours des dernières semaines, où des questions importantes ont été traitées, la problématique du prix n'a été soulevée par personne. Voilà, on a pratiquement terminé. Je voulais vous poser une dernière question. Ce que vous faites, c'est de la prévention, on veut dire, devant une situation difficile. Qu'est-ce qui va se passer si la situation ne change pas? Je veux dire, si les mauvais payeurs demeurent majoritaires. D'abord, deux choses. Deux choses, je le redis, ne pas payer aujourd'hui ne libère pas les gens d'un paiement demain. Donc la situation sera plus grave. Et j'encourage vivement les familles à traiter leur sujet au mois le mois plutôt que de repousser le tas de sable. Il vaut mieux payer sa facture que d'avoir dans 2 ans un huissier à sa porte. Deuxième chose, sur les factures astronomiques, on en a parlé rapidement. Les gens qui ont des factures vraiment qui ne correspondent pas à la réalité. 90% des gens ont des factures qui correspondent à la réalité et ne les contestent pas. Il est certainement très facile de parler du passé. Le passé est aujourd'hui derrière nous. Les factures reçues par les gens correspondent pour la très grande majorité des gens à leur consommation. Ce débat appartient au passé. Se réfugier dans le passé... Non, mais il y a des factures exorbitantes qui existent. C'est pas du passé, ça. J'ai un exemple de personne vivant rapidement. Une personne qui vit seule avec son enfant dans une maison avait une moyenne de consommation de 15 mètres cubes d'eau par trimestre. Consommation normale. 2013... cette personne reçoit en 2015 des factures de 2013. Premier trimestre 2013, elle passe à 280 mètres cubes d'eau par trimestre. Est-ce que vous trouvez ça normal de 15 mètres cubes d'eau, cette personne passe à 280 mètres cubes d'eau? Sans fuite d'eau, sans rien du tout. Il faut être très rapide. C'est un exemple concret parce que... C'est un exemple concret, mais il y a des cas qui sont présentés comme beaucoup plus graves. La vraie difficulté, les fuites d'eau sont de la responsabilité du consommateur, que ça soit au niveau des toilettes, mais quand il n'y a pas de fuite d'eau, je vous mets au défi de me trouver des cas où la consommation est augmentée de 100 mètres cubes sans qu'il y ait soit une consommation, soit une fuite. Il y a des erreurs de machine aussi, il y a des erreurs d'ordinateur. J'ai au moins un exemple, je ne l'ai pas là malheureusement, mais j'ai au moins un exemple. Le deuxième trimestre, elle passe à 95 mètres cubes d'eau. 280 à 95, après elle repasse à 99 et après elle repasse à 244. Je vous invite à donner mes coordonnées à cette personne, je regardais son dossier avec grand intérêt. Je ne veux pas vous dire que
tout est parfait. Je vous dis que dans la très grande majorité des cas, les factures correspondent à des consommations. Il est facile de se réfugier sur des erreurs qui n'existent pas. La bonne foi est majoritaire en Guadeloupe. 2/3 des gens payent leurs factures. Après tout, si d'autres gens ont d'autres stratégies, chacun doit en tirer ses conséquences. Bien, je vous remercie, Monsieur Certain, d'être venu faire cette alerte, parce qu'en fait, là, vous êtes un lanceur d'alerte aujourd'hui. J'imagine qu'il y aura des conséquences et que les Guadeloupéens qui nous ont vus aujourd'hui, qui vous ont entendus, seront ceux qui doivent faire. Mais il y a aussi des organismes, des associations de consommateurs d'eau, et je pense que probablement dans les jours qui viennent, il y aura des réponses. C'est un dossier que nous allons continuer à suivre, et on vous remercie d'être venu. Voilà, il est pratiquement 13h03 avec un petit peu de retard. On prend la page de pub et on se retrouve pour la suite du journal et la deuxième partie avec Pamela Aubertin, qui est universitaire, avec elle on va parler de biodiversité. C'est aussi un dossier assez chaud en Guadeloupe. À tout de suite. Oui, j'ai mon dossier. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est très concret. Je la regarderai avec attention et je vais l'expliquer. Voilà, et je... Ouais, ok. Allez, au revoir. Ma mère, pareil, elle a une facture comme ça, une facture qui monte, qui descendent. C'est d'un seul coup. Je lui ai dit d'arrêter de ne pas payer, d'attendre. Moi, je n'ai pas encore fait parce que je veux comprendre mes facturations. Mais non, ils font n'importe quoi. J'ai un ami qui travaille à Général, ils m'ont dit que les ordinateurs sont quelquefois bug, et puis ils reprennent sur un dossier, puis boum, ça repart comme ça. Si tu veux, je ne sais pas comment j'ai pu... Le responsable informatique de chez eux, il restait 2 mois ou 3 mois absent, et puis quand il est arrivé, là, on a tout rebranché, et puis ça repart. Ils ont changé le logiciel, en fait. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Et voilà. Tu vois, donc lui, bon, il veut faire son taf de faire entrer de l'argent, d'accord, mais la situation n'est pas aussi simple. C'est surtout que si tu n'as pas eu les factures pendant 2 ans, comment tu peux payer? Mais oui. Tu étais au courant de ça? Non. Attends, monte? Non, ça je sais pas. Ce matin, c'est à la mairie de Pointe.
Rappel des titres de cette édition du ZCL de ce vendredi 1er juillet. Je vous rappelle que l'inauguration de la centrale éolienne de Capesterre de Marie-Galante a eu lieu. C'était hier. Charlie Dagonia et Nicolas Hachi nous ont rendu compte. Et puis l'avenir du CIVAD, c'est la grosse question qui s'est posée hier pour le traitement des déchets. Vous savez que le CIVAD est à quelques difficultés et on a entendu donc le président du conseil régional, mais aussi Madame Josette Borel l'incertain. Et puis on va parler tout de suite de la réouverture de la boutique du Mémorial Acte, boutique qui était fermée depuis quelque temps, mais ça y est, cette boutique s'est ouverte sous les yeux d'Olivier Moradel qui était avec sa caméra à cette ouverture. Je vous rappelle que dans un instant, nous devons recevoir Pamela Humbertan. Pamela Humbertan, elle est spécialiste de la biodiversité, c'est une universitaire avec elle on va discuter de cette question, une question très sensible puisque vous savez que la semaine dernière à l'Assemblée nationale en France, cette question a été discutée sur le tapis, il y a eu des amendements. Et on saura tout de suite avec Pamela Humbertan si les amendements qui ont été votés vont dans le bon sens. Pour l'instant, on revient donc à la Guadeloupe au Mémorial Acte. Avant de parler tout à l'heure de cet hôtel, je vous l'ai dit ce matin aussi, le transatlantique, c'est l'hôtel que la mairie de Pointe-à-Pitre soutient et a proposé à des investisseurs. On va en parler tout à l'heure avec un reportage. Mais pour l'instant, nous sommes au Mémorial Acte et à la réouverture de la boutique. Nous avons vraiment inauguré très officiellement la boutique qui était restée fermée de longs mois. Et puis voilà, aujourd'hui elle existe, elle est présente. C'est une vraie féerie, c'est une mine où l'on trouve énormément de choses. Et pour nous c'était important de convier le public de Guadeloupe à cette inauguration et à découvrir cette boutique. Nous avons vraiment essayé de donner à sentir la Caraïbe, la culture de la Caraïbe également. C'est cela le projet aussi de cette boutique, hein, c'est pouvoir accueillir des savoirs nouveaux, ceux qui vont se renouveler, des nouvelles générations, des anciennes générations bien sûr, puisqu'il y a des savoirs anciens dont on souhaite témoigner. Donc c'est tout cela que nous allons au fur et à mesure, au fil des jours, des mois, des années, accueillir, construire avec les Guadeloupéens ici à la boutique du Mémorial Acte. C'est un honneur déjà d'avoir cette chance et c'est aussi un moyen de démontrer le savoir-faire de l'île, voilà, aux locaux et aussi aux touristes et à la clientèle internationale. Je présente ma nouvelle collection avec un petit défilé. Et donc il reste quelques modèles de l'ancienne collection et comme enseignement privé et toute la nouvelle collection. Je mélange des perles qui viennent d'Afrique et d'un peu partout et puis aussi des graines de Guadeloupe. Et sinon j'ai dessiné des choses que j'ai fait faire avec des artisans africains. Je vis à Paris et ça a été une surprise pour moi de savoir que j'étais invitée, hein. Surtout que ce livre il est sorti aux éditions Nestor en septembre 2015, donc c'est d'actualité. Surtout que le thème, je rends hommage à nos racines caraïbes, donc je pense que le lieu ne peut pas être mieux choisi pour ça. Ça permet effectivement aux artisans comme moi de pouvoir s'exprimer, valoriser leurs produits. Moi en l'occurrence c'est donc le lambi, le strombophone qui est donc l'instrument traditionnel qui est connu maintenant sur l'île et du point de vue international. Un instrument qui était utilisé auparavant pour faire passer des messages. Les pêcheurs lorsqu'ils arrivaient à quai, eh bien évidemment ils sonnaient pour faire savoir qu'ils avaient du poisson. Maintenant c'est un instrument aussi qui est très utilisé pendant la période de carnaval. J'ai envie de dire aussi que c'est un instrument qui aussi veut dire respecter la nature, respecter les réglementations concernant le lambi, puisque le lambi est réglementé, il y a une période de pêche, il y a des tailles à respecter, et le son du strombophone veut aussi dire respecter la nature. Bon, c'est comme toutes les boutiques un peu de musée, hein. On trouve des souvenirs, alors des choses qui peuvent être fort simples, hein, porte-clés, mais ici on trouve également des livres, hein, et particulièrement sur l'esclavage, mais des choses aussi simples que des t-shirts,
des objets, de la céramique, ce qui peut être en terre cuite, alors qui est rattaché bien sûr à la culture, hein. Et surtout parce que le mémorial est le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Donc quelque part on doit y retrouver toute la Caraïbe, hein, dans ses couleurs, dans ses saveurs, dans ses textures. Bref, c'est une proposition caribéenne. Pratiquement 13h14, Pamela Aubertin est là, bonjour. Bonjour. On va parler avec elle tout à l'heure de biodiversité et de la géographie de la faim. Mais avant, je vous l'ai dit, on va parler du transatlantique. Alors, c'est pas un bateau, ça aurait pu l'être, c'est un nom de paquebot. C'est un hôtel 4 étoiles qui sera, je dis bien qui sera implanté aux côtés du Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre. Et ce matin, à la mairie de Pointe-à-Pitre, le maire Jacques Bangou, mais aussi l'investisseur M. Benamou, mais aussi l'architecte M. Nicolas, ont présenté ce projet média, ce hôtel média, de grande classe, et qui sera inauguré, on l'espère, dans 2 ans, en créant à peu près une centaine d'emplois maximum. On ne peut pas dire qu'ils seront tous guadeloupéens, mais enfin il y aura une centaine d'emplois. Et deuxième chose, il y aura à peu près 113. On va voir tout de suite le reportage de Jeff Taylor qui était là ce matin avec moi. Ce qu'a dit M. Benamou, qui est notre promoteur, c'est lui qui a mis en place un certain nombre de choses, de programmes, donc j'ai un programme, mais il y a surtout principalement pour nous architectes, il y a un environnement. Donc c'est là que le travail commence, l'enjeu il est là et le challenge pour moi il est là, c'est-à-dire que le programme en main, comment je fais pour installer 158 chambres dans cet endroit-là, sans trop déranger et en profitant de tout ce que la nature peut nous offrir, en jouant aussi avec la présence du MAC, en jouant avec le monde, en jouant avec tout le développement urbain de ce qui se fait actuellement autour de Darboussier. Écoutez, trouver quelqu'un qui puisse mettre plusieurs dizaines de millions sur un investissement qui au départ, qui est novateur, qui au départ pourrait paraître risqué puisque on ne vient pas suivre des traces qui ont déjà été constituées. On vient justement défricher et aller au-devant. Si on trouve des promoteurs, quels qu'ils soient, qui viennent le faire, il faut s'en féliciter parce que c'est toute la Guadeloupe qui va s'en trouver enrichie. J'espère que demain on aura des Guadeloupéens qui auront suffisamment soit de fortune personnelle, soit des entreprises suffisamment solides pour pouvoir mener des projets de cette nature et de ce volume. Au jour d'aujourd'hui, regardons ce qui est absolument un vrai atout pour la Guadeloupe, c'est qu'on a un promoteur qu'on a mis longtemps à démarcher, mais qui, lorsqu'il est venu aujourd'hui, il vous l'a raconté tout à l'heure, il lui a fallu une journée pour marcher dans les rues, voir le quartier, faire le tour, pour pouvoir apprécier le potentiel et choisir de faire que son entreprise investisse plusieurs dizaines de millions. Je suis en contact avec la société ICAD, qui est mon promoteur, je dirais, favori. Mais l'important est que c'est grâce à lui que nous avons été amenés à étudier les projets sur les Caraïbes. Il faut vous rappeler simplement que nous avons aujourd'hui 2 projets en cours, un en Martinique aux 3 îlets et bien sûr celui de Darboussier, donc en Guadeloupe. C'est en principal, c'est M. Meunier de la société ICAD qui m'a présenté les projets et de fait, j'ai été convaincu de la possibilité de développer et je suis fier d'avoir pris cette option. Voilà donc un projet, on peut dire grandiose, en bordure de mer. L'architecte nous a assuré qu'à 4 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer, on est en sécurité. On attend voir, en espérant que comme ça a eu lieu au XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, il y a eu un tsunami sortant de Lisbonne qui a échoué sur les côtes de la Guadeloupe et qui a fait pas mal de ravages. Mais on ne le souhaite pas ni pour le mémorial, ni pour l'université, ni même pour ce futur hôtel. En tout cas, on remercie Jeff Taylor pour son reportage et là on va changer de sujet totalement puisqu'on va parler avec Pamela Aubertin qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Bonjour Pamela. Bonjour Danick. Pamela Aubertin qui est universitaire, qui a beaucoup travaillé sur la géographie de la faim, mais qui a aussi travaillé dans un groupe de travail sur la biodiversité puisque il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale en France, la question a été posée, savoir est-ce que les Guadeloupéens pourront bénéficier de leur biodiversité. Alors
vous avez travaillé avec le CAGI sur cette question. Comment vous avez abordé, Pamela, cette question? Bien, tout d'abord, cette question, elle est le fruit d'une longue réflexion. Et elle est le fruit d'une action, c'est-à-dire qu'on a été alerté par le docteur Henri Joseph lors d'une conférence d'un projet de loi qui portait sur la biodiversité et qui touchait les Outre-mer et qui pouvait avoir des impacts négatifs. Donc nous, on s'est organisé au sein d'un collectif avec des universitaires, mais aussi avec des associations, avec des chefs d'entreprise, avec des institutionnels, avec des politiques, pour comprendre en premier temps ce projet de loi et de voir les impacts que cela pouvait avoir pour les Outre-mer. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, on a essayé aussi de faire un certain nombre de propositions pour que ce projet de loi soit moins négatif pour les Outre-mer et d'avoir des propositions qui le bonifient. Et c'est comme cela qu'on a travaillé avec les députés et les sénateurs, notamment avec le sénateur Cornano, au niveau du Sénat pour réaliser un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés. Et puis nous avons travaillé aussi avec tous les députés de la Guadeloupe, mais particulièrement avec Gabriel Louis Carabin et le député Harry Chalus, qui a apporté un certain nombre d'amendements. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail sur le long terme, puisqu'on mène ce combat depuis 2014. Oui. On a eu un certain nombre de victoires, mais on a eu aussi un certain nombre de pertes, d'échecs. Oui. Donc voilà, c'est un combat difficile, sachant qu'il est porté que par des bénévoles. Alors, je ne l'ai pas dit a priori, mais je pense qu'il va falloir qu'on le dise quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent. Quand on parle de biodiversité, j'en crois que c'est quelque chose de magique, d'extérieur à nous. C'est toute la biodiversité, c'est tout ce qui nous entoure, hein, finalement, aussi point de vue faune, surtout au niveau de la flore, des fruits, etc. Tout à fait. La biodiversité, c'est la contraction de deux termes, diversité et biologie. Oui. Et donc, dans la biodiversité, vous trouvez un nombre incalculable de choses. Ce que vous voyez, donc par exemple la diversité des espèces vivantes et animales, donc végétales, animales, mais vous avez aussi toute la diversité des écosystèmes. Donc les écosystèmes marins, terrestres, la mangrove, exactement. Donc c'est tout ça, c'est aussi la diversité des gènes. Ça c'est très important d'avoir une variabilité génétique dans une espèce, et c'est aussi toute la biodiversité qu'on ne voit pas. Les microbes, les virus, les micro-organismes qu'on retrouve dans le sol, qu'on retrouve dans les océans. Et il y a une encore plus grande biodiversité dans la mer et qu'on ne connaît pas. Donc il y a énormément de choses dans la biodiversité et on n'est qu'au balbutiement de nos connaissances. Alors deuxième précision avant de donner la parole à Marie-Jacques, il faut aussi dire que la France, de par ses possessions outre-mer, j'appelle colonie, c'est mon terme, est quand même une puissance riche de biodiversité, plus à l'extérieur que sur le sol français, franco-français. Tout à fait, il faut savoir, et je pense que c'est très important de le préciser, que les ultramarins aient conscience de cela. 97% de la biodiversité terrestre française se trouve dans les Outre-mer. Et si la France aujourd'hui est la deuxième puissance maritime, c'est également grâce à ces Outre-mer. Donc c'est très important d'avoir conscience de cela. Et la France est également, grâce aux Outre-mer, l'un des pays mégadivers, c'est-à-dire l'un des pays qui contient le plus grand taux de biodiversité au monde. Donc c'est très important de le rappeler. Nous fûmes des poussières d'empire ou des confettis d'empire, mais c'est important de le rappeler que nous sommes des géants en matière de biodiversité. Voilà. Marie, peut-être une question. Oui, justement, je voulais revenir sur comment se porte la biodiversité en Guadeloupe et où sont les faiblesses et les spécificités de la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe, comme la plupart des régions du monde, voit sa biodiversité extrêmement fragilisée et menacée. Il faut savoir que la Guadeloupe fait partie des 34 points chauds de l'humanité où on trouve le plus fort taux de biodiversité, mais également une biodiversité la plus menacée. La mangrove par exemple. La mangrove par exemple, nous sommes ici à Jarry, c'est un exemple flagrant d'une menace d'un écosystème qui est extrêmement important et qui a complètement été bétonné, donc qui est devenu extrêmement fragile. Donc la Guadeloupe a ses atouts, elle possède l'une des biodiversités extrêmement riches, d'ailleurs elle fait partie de ces points chauds, elle fait partie des zones des pays mégadivers, donc il y a une forte diversité biologique, mais en même temps elle est extrêmement fragilisée de par nos activités, de par la déforestation, de par la bétonisation de notre île, de par la construction d'axes routiers, la construction d'établissements, de par la construction aussi au niveau du littoral et également de nombreuses pollutions, que ce soit terrestres ou maritimes,
Donc on ne prend pas soin, et ça j'insiste, on ne prend pas assez soin de notre biodiversité. Pourtant, c'est elle qui nous fournit notre alimentation, c'est grâce à elle que nous respirons un air plus pur. Sans biodiversité, ce ne serait pas possible de respirer. Sans biodiversité, on ne pourrait pas manger. Sans biodiversité, on ne pourrait pas boire. Or, vous nous privez d'eau, d'oxygène et d'alimentation, vous mourrez. Vous nous privez de voitures, de maisons, de ce que vous voulez, on est encore en vie. C'est très important à retenir. Juste un petit exemple, les crabes de la mangrove deviennent de plus en plus rares. Tout à fait. Et empoisonnés par l'huile. Alors, tout à fait. Il y a cela, mais il n'y a pas que les crabes. Il y a également une biodiversité qu'on ignore. Justement, en Guadeloupe, eh bien, on a remarqué qu'il y a plein d'espèces qu'on n'a pas encore répertoriées. Et en même temps qu'on essaie de les répertorier, elles disparaissent. Et on a perdu énormément d'espèces endémiques. Donc ça, c'est très important aussi à le rappeler. On a perdu également... on a perdu les flamants roses depuis le XVIIe siècle. On a perdu beaucoup d'espace. Oui, tout à fait. Et en même temps... on remarque que notre biodiversité est aussi impactée par notre développement, et notamment nos terres et nos eaux et nos océans aussi sont pollués par notre faute. Donc il faut vraiment faire très attention puisqu'on est intimement lié à cette biodiversité, et n'oublions pas que nous ne sommes pas un grand pays, nous ne sommes pas comme le Brésil, la Russie ou l'Australie. En cas de problème, c'est très difficile de se retirer du territoire. Le territoire est petit, il est fragile, il est riche, mais il est petit, donc il est fragile, donc il faut en prendre soin. Je voudrais savoir, qu'entendez-vous par la biopiraterie et le nouveau colonialisme? Est-ce que ça a un lien avec la Guadeloupe importe 80% de leurs denrées alimentaires? Alors, la biopiraterie, c'est un concept particulier qui a été mis en place par une ONG pour laquelle d'ailleurs j'ai travaillé au Canada. J'ai fait du bénévolat avec eux. Donc, la biopiraterie, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait le fait que vous avez des compagnies qui partaient, qui continuent d'ailleurs à partir dans les pays du Sud, et qui se sont rendus compte que grâce au savoir traditionnel, telle plante, ça permet de guérir tel mot de tête, telle plante, ça permet de se soigner, d'avoir la peau plus jolie, d'avoir les cheveux plus fins, ou de se soigner d'un maux de ventre, ou même des plantes ont des propriétés anticancéreuses. Donc, ce qu'ils font, ils prennent les plantes, ils étudient en fait la propriété de la plante, et ils regardent, ok, on m'a dit que cette plante-là, par exemple, soignait les maux de tête. Donc je regarde la molécule qui correspond à cela et j'obtiens un brevet. Une fois que j'ai mon brevet, je le dépose un petit peu partout, et une compagnie, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait en Inde avec le cas du NEM. Je dépose mon brevet en Inde, en Europe, et les Indiens, s'ils veulent utiliser leur NEM pour une propriété fongicide, par exemple, eh bien, ils ne peuvent pas, parce que je dis cette molécule m'appartient. Et par exemple, en Inde, vous avez eu cette plante, le NEM, où il y a eu plus d'une 60aine de brevets, alors que ce sont des propriétés qui étaient connues de ces populations. Déjà, et qui les utilisaient depuis des siècles. Et justement, ces brevets, on a jugé qu'ils étaient illégaux. Pourquoi? Parce que pour avoir un brevet, il faut prouver que c'est nouveau et que vous avez inventé quelque chose, susceptible d'application industrielle. Or là, il n'y avait rien de nouveau. C'était des choses qui étaient déjà connues. Et donc, c'est ça qu'on a qualifié de biopiraterie. Et surtout, ce qui se passait, c'est que ces compagnies, non seulement, par exemple, faisaient payer aux Indiens leur propre arbre, les empêcher d'utiliser leur arbre et leur redemander des redevances. C'est ce qui risque de nous arriver peut-être si nous n'étions pas suffisamment vigilants sur notre biodiversité. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Là, on prend une pause de pub et on se retrouve avec Pamela et avec Marie-Jacques tout à l'heure. Troisième partie et dernière partie de ce ZCL. Je rappelle que tout à l'heure, on a parlé du transatlantique. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de bateau, mais de projet hôtelier pour la région Pointe-à-Pitre, à côté du Mémorial Act. Mais pour l'heure, nous sommes dans la biodiversité. Avant de parler un peu de la géographie de la faim, avec cette universitaire nous a fait l'honneur d'être avec Marie-Jacques et nous aujourd'hui. Il s'agit de Pamela Robertin, qu'on resalue. Alors, Pamela, on parlait de biodiversité, de biopiraterie, c'était la question posée tout à l'heure par Marie-Jacques. Est-ce que la biodiversité des Guadeloupéens va leur échapper? C'est-à-dire que je prends un exemple bête, la dame qui faisait de l'huile de carapate depuis non,
Aujourd'hui, est-ce que pour faire de l'huile de carapate, il se doit d'avoir faire un contrat, passer avec un producteur international, etc. Ou est-ce qu'il peut continuer à faire son huile de carapate comme avant? Non, pour le moment, tel qu'on a pu voir avec le projet de loi, non, ça ne va pas toucher cette petite dame qui faisait de l'huile de carapate. Par contre, le risque, ça touche plutôt les gens qui vont vouloir justement développer des produits phytocosmétiques ou dans l'agroalimentaire. Des produits nouveaux, voilà, des produits phytocosmétiques ou dans l'agroalimentaire. Et là, ces gens-là, par exemple, si par exemple avec le fruit à pain, vous voulez faire du plastique, parce qu'on peut faire du plastique avec le fruit à pain, si vous voulez faire des couleurs avec telle ou telle plante, si vous voulez mettre en place des cosmétiques ou des médicaments, là oui, cette loi va vous toucher parce qu'il va falloir demander un permis. Ouais, et on demande le permis à qui? Alors, au début, il fallait demander, normalement, dans le projet initial, tous les demandes de permis étaient concentrées à Paris. Oui. Donc, avec aussi les aléas que ça peut entraîner avec des gens qui ne connaissent pas forcément le terrain. Donc, nous, notre objectif, c'était de se dire, mais écoutez, les ultramarins, aujourd'hui, ils sont formés. Aujourd'hui, ils ont été faire des études partout, à l'étranger, ils sont compétents. Donc, les ultramarins sont capables de gérer leur biodiversité et d'apprécier un dossier. Oui. On n'est pas plus bête que personne. Donc, l'objectif, c'était justement de rapatrier ce pouvoir ici pour que, voilà, donc là, ce serait les collectivités locales qui pourront délivrer le permis et qui pourront dire si oui ou non vous pouvez avoir accès à cette ressource génétique et comment s'évaluent les modalités de partage. Et là aussi, il nous semblait important que ce soit les collectivités et que ce soit les ultramarins en dernière ligne qui disent justement de quoi elles ont besoin. Par exemple, si c'est à Paris, bon, l'entreprise peut très bien dire bon, ben, je vous donne un chèque de 100 000 €, mais peut-être que nous, on a plus besoin de création d'emplois, on a peut-être plus besoin de préservation justement de notre biodiversité, préservation de l'écosystème, de ne pas faire une exploitation effrénée, de faire une exploitation en harmonie avec la nature, puisque nous sommes des petites îles, nous sommes fragiles, et donc c'est important que nous ayons la main sur notre développement. Donc voilà les avancées que l'on a pu obtenir grâce au travail du groupe, mais également, surtout, grâce au travail de tous les députés ultramarins qui se sont mobilisés sur ces questions-là. Marie, peut-être une question avant de passer à la géographie de la fin. Je voulais, la semaine dernière, on a reçu Harry Durimel qui représente Europe Écologie des Verts. Oui, Europe Écologie des Verts. Il tentait à dire que les Guadeloupéens commencent un peu à être plus sensibles à l'environnement. Je reste toujours un peu perplexe et savoir si le Guadeloupéen comprend vraiment ce que c'est la biodiversité, mais aussi l'environnement, et pourquoi il ne fait pas attention, prête pas attention à la nature dans laquelle il vit et dans les éléments de l'eau, de l'air. Pourquoi la Guadeloupe semble-t-elle si polluée? Alors moi, ce que j'aimerais rappeler avant de répondre à cette question, c'est un peu notre histoire. Puisqu'il faut savoir que parmi les peuples qui étaient les plus respectueux de la nature, vous avez eu le peuple guadeloupéen. Pendant longtemps, nos grands-parents ont vécu en harmonie avec la nature. Nos grands-parents connaissaient les rimets rasiers. Nos grands-parents respectaient les cycles de la nature. Et s'il y a une biodiversité si importante, en Guadeloupe, c'est aussi grâce à l'action de nos ancêtres, qui remontent d'ailleurs jusqu'aux Amérindiens. Ce qui s'est passé, c'est que la colonisation a beaucoup justement détruit la biodiversité. Et ce qui a, je pense, été le coup de grâce au niveau de la biodiversité pour la Guadeloupe, et si la Guadeloupe a opté ce modèle-là, ça a été toutes les politiques d'assimilation, toutes ces politiques de développement qui se sont déroulées en Guadeloupe, mais partout dans le monde. Vous remarquez que c'est à partir des années 60 où on a imposé le développement en disant aux gens non, comment la façon dont vous vivez en harmonie avec la nature, que vous respectez les sites, que vous ne prenez pas plus que la nature peut vous donner, que votre mode de vie en économie circulaire et solidaire, nos grands-parents le faisaient déjà. Et nos parents aussi. Eh bien, on leur a dit non, ça ce sont des modes de vie arriérés, ces modes de vie à Vienneg. Maintenant, il faut vivre différemment, il faut construire des routes, il faut se développer, il faut se moderniser, il faut se développer, il faut se moderniser, il faut se sentir bien, il faut avoir un travail, alors que les gens travaillaient la terre différemment. Il y avait toute une économie, une forme de résistance qui s'était développée.
Et donc, ce qui s'est passé en Guadeloupe, c'est ce qui s'est passé partout. C'est ce qui s'est passé aussi en Europe, en France. N'oubliez pas que la France est un pays agricole, en Amazonie, en Amérique. Partout dans le monde, il y a eu ces politiques de développement. Et ça s'est mué et ça s'est traduit par vraiment une destruction de la société traditionnelle. Et ça a commencé d'abord en Europe. En Europe, il y a eu des résistances face à ça. Mais malheureusement, ils ont été broyés. On le voit du côté de Nantes. Voilà. Hein. Ils ont résisté, ils ont été broyés. Et nous, on se retrouve face à ça. Oui. Et partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la planète est en difficulté parce qu'on nous a imposé un modèle de développement uniforme, alors qu'il aurait fallu des modèles de développement divers en fonction de chaque peuple. On a classé les peuples selon une échelle de développement en disant il faut atteindre ce modèle-là. Le modèle des pays occidentaux, c'est ce modèle-là à atteindre. Et il faut tout faire pour l'atteindre. Or non, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Parce que si on vit comme tous les pays industriels, eh bien justement, la planète ne pourra pas tenir. Si on vit par exemple comme un Canadien, il faut cette planète. Ce n'est pas possible. Donc ce dont la Guadeloupe a besoin, eh bien c'est de se rappeler ce que faisaient ses ancêtres. Elle a besoin de puiser dans ses traditions et d'utiliser toute la modernité, justement, pour pouvoir avancer. Et moi, je trouve que la personne et l'entreprise qui représente mieux cela, c'est l'entreprise Phytobogaz et c'est le docteur Henri Joseph, qui représente pour moi un modèle extraordinaire à atteindre. Il y a cette entreprise-là, il y a aussi des mouvements sociaux. Moi, je prends le mouvement KBM, Kapounou Boué Manger, qui s'inspire de nos traditions, qui, en utilisant la modernité, essaie justement de construire une agriculture, une souveraineté alimentaire. Je prends aussi l'exemple d'un autre agriculteur que je connais bien, Fabrice Trop-Silver, qui a son concept de jardin clean, qui utilise les méthodes ancestrales que lui a montrées sa grand-mère pour produire, qui fait une agriculture biologique et qui utilise tous les réseaux de solidarité que nos ancêtres aussi avaient mis et qui a mis en place une AMAP, donc une agriculture soutenue par la communauté. Ça me permet de faire le lien avec la géographie de la faim, puisque c'est le deuxième cheval de bataille de Pamela qui, pendant longtemps, il faut le dire, a nourri notre site Caribe Creole d'informations importantes sur les problèmes de la faim. Et singulièrement, on a beaucoup parlé d'Haïti. Alors, Pamela, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'Haïti aujourd'hui, la question alimentaire est toujours à l'ordre du jour? Mais la question alimentaire, Dani, que je vous dirais, elle est à l'ordre du jour pour tout le monde. C'est sûr qu'elle est à l'ordre du jour encore plus pour des régions fragiles et des régions dépendantes de la production alimentaire qui vient de l'extérieur. Mais elle est à l'ordre du jour tout simplement parce que pour produire, il vous faut de la terre, il vous faut des semences et il vous faut de l'eau. Oui. Ne serait-ce que pour produire de l'alimentation végétale et céréales. Or, qu'est-ce qu'on remarque au niveau mondial? C'est que les terres diminuent. On perd chaque année l'équivalent de la superficie de l'Italie en terres agricoles à cause de la pollution, de la désertification, des changements climatiques, voilà, de la débétonisation, etc. En Guadeloupe, c'est 1000 hectares. Hein, voilà, en Guadeloupe, c'est le cas flagrant. On a développé un certain nombre de zones, notamment je vois la commune des Abîmes, c'est la commune qui est le plus emblématique pour moi de ce cas de figure. On voit une commune rurale se transformer en une cité urbaine au détriment effectivement des terres agricoles. Donc on a ce problème-là. On a un problème de manque d'eau. L'eau disparaît, diminue à cause de plusieurs choses, pollution, réchauffement climatique, etc. Et un problème aussi de semences. On parlait de biodiversité. Aujourd'hui, il faut savoir que 95% de nos besoins nutritifs reposent sur une poignée d'espèces. Ouais. Et des espèces qui sont des espèces qui sont de moins en moins diverses. Hein. On a été vers l'hybridation, vers la monoculture et vers les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc tout est uniforme. Donc en cas de problème, eh bien, vous ne pouvez pas vous retourner toute la culture. Les gens envahis par Monsanto? Un peu partout, des fois, comme on mange de la nourriture importée, oui. Souvent on peut trouver des OGM, il faut bien vérifier. Oui. Donc voici le problème. Et je pense que ce qui va mettre vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est que la population mondiale augmente. C'est-à-dire que d'un même côté, on diminue, toutes les conditions de production diminuent, et la population augmente. Plus vous avez un autre cocktail explosif qui est le réchauffement climatique, qui accentue la disparition des terres, qui accentue la disparition des semences, donc de la biodiversité, et qui accentue aussi la diminution des ressources en eau. Donc, Danick, si l'on ne fait rien, ça fait depuis 2006 que je porte ce message, je ne vois pas beaucoup de choses évoluer. Si l'on ne fait rien, on court vers des crises alimentaires mondiales. Et la Guadeloupe, qui importe 80% de son alimentation, mais plus de 80% de son alimentation, va se trouver directement impactée. On prend le cas du Venezuela. Le Venezuela est un État très riche, mais le Venezuela n'a pas mis en valeur son agriculture. Il a mis en valeur juste le pétrole.
ça a développé une économie de rente. Il n'y avait pas de problème, tout le monde mangeait à sa faim puisqu'on importait. Le Venezuela a des problèmes de pétrole. Maintenant, les prix ont augmenté de 700% dans les hypermarchés, puisqu'il n'y a plus de nourriture, donc ça a augmenté de façon assez importante. Les gens font la queue et les centres commerciaux, par exemple, que l'on a ici, se retrouvent vides. Or, le Venezuela se trouve dans l'une des zones justement riches en biodiversité, avec un climat extrêmement favorable pour la culture et l'agriculture. Et regardez comment le Venezuela se retrouve. Donc, ici, c'est pour vous montrer justement le fait de négliger l'agriculture et de négliger, moi j'insiste beaucoup sur les agriculteurs et les pêcheurs qui sont les gardiens de notre biodiversité et de notre avenir, le fait de les négliger, eh bien, on court vraiment droit dans le mur. Question peut-être de Marie ou je... Oui. Non, parce que je voulais juste revenir sur les agriculteurs et les pêcheurs en Guadeloupe, mais elle a répondu à ma question. Alors, la question, bon, on le dit, 80% de notre alimentation arrive par bateau. Comme on dit en créole ici, jardin en nous sans les bateauiers. Est-ce qu'il y a une prise de conscience à la fois des élus, puisque quelquefois vous êtes en contact avec des élus dans le cadre de la biodiversité, et aussi des producteurs de cette situation? Il y a 2 ou 3 jours, je recevais ici M. Alex Bandou, que vous connaissez, et la priorité depuis quelques années, c'est la conquête du marché intérieur, mais on sent que ça rame. Alors, la situation est paradoxale. Donc, je pense que l'élément détonateur en Guadeloupe, de la prise de conscience, ça a été l'époque 2009 avec le LKP. Le LKP, oui. Les gens se sont vraiment rendus compte de leur dépendance au supermarché et du fait que ça pouvait constituer un vrai danger. Ils se sont rendus compte aussi qu'ils avaient des agriculteurs, qu'ils avaient les voisines qui avaient des mangues, des fruits à pain, et que c'est ça qui leur a permis de tenir. Et donc, vous avez vu, après le LKP, et c'est d'ailleurs l'un des points positifs parmi que l'on peut citer au niveau du LKP, ça a été ça. C'était cette prise de conscience. Et vous voyez un petit peu partout des marchés de producteurs effleurés. Oui. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Et j'ajoute que Richard a même prévu de faire un grand marché régional pour la Guadeloupe, où tous les producteurs pourront chaque semaine venir vendre leurs produits. Ça serait bien. Je pense qu'il faut continuer avec ce genre de marché, mais je pense aussi qu'il faut accompagner les agriculteurs. Oui. Moi, je vais dans certaines conférences, je rencontre, j'étais dans une que j'ai donnée dimanche avec les témoignages des agriculteurs. Ce n'est pas normal que ceux qui nous nourrissent, qui préservent nos sols, qui préservent notre eau, qui préservent notre biodiversité, sont des gens qui ont des problèmes pour boucler leur fin de mois. Ce sont des gens qui vivent avec moins du SMIC, qui vivent dans une extrême pauvreté. Ça, ce n'est pas normal. Donc je pense que c'est important et c'est fondamental de les soutenir. Ce sont nos gardiens. Ce sont eux qui pourront nous protéger et qui pourront nous nourrir. C'est le cas aussi, dans tout le monde. La France est très concernée, le milieu agricole aussi en France. C'est un problème de politique plus que européen ou français. Moi, je pense que oui, effectivement, c'est un problème mondial. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, cela concerne la France, mais ça concerne aussi plusieurs pays en Afrique, en Amérique latine. Je vois, j'étais au Canada, aux États-Unis. Les agriculteurs sont les laissés pour compte. Et d'ailleurs, c'est une classe qui a énormément souffert et qui a été décimée. Avant, nous étions tous des agriculteurs. Aujourd'hui, dans certains pays, dans le cas de la France, il n'y a que 6%. Et c'est une population vieillissante. Alors qu'est-ce que l'on veut? Que ce soit les machines qui nous nourrissent ou que ce soit des hommes? Que ce soit des entreprises qui pensent à leur profit ou que ce soit des hommes qui pensent à notre santé? Donc il faut vraiment faire attention. Et effectivement, ce problème-là, il est politique. Ouais. Il est éminemment politique. Et de production aussi. Oui, alors tout ça, ça se travaille. Oui. Parce que là, aujourd'hui, vous avez plusieurs chercheurs. Je vois le cas de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, qui vous montre qu'avec l'agroécologie, avec le développement d'une petite agriculture paysanne, c'est possible de nourrir le monde. Vous avez des rapports de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a mené plusieurs études qui montrent qu'avec une agriculture biologique, avec une agroécologie, une agriculture qui utilise les semences locales, j'insiste bien sur les semences locales, pas des semences importées, avec une agriculture qui utilise les espèces animales locales, là aussi j'insiste dessus, eh bien il est plus que possible de nourrir l'ensemble de la planète. Là encore, c'est un choix. Oui. Qui l'on souhaite avantager? Les multinationales qui pensent à leur profit, donc les multinationales des semences, les multinationales des fertilisants, des pesticides, ou nos petits agriculteurs. Oui.
C'est un choix politique et c'est un choix de société aussi. Est-ce qu'on peut dire, Pamela, que la situation est déjà grave en Guadeloupe? La situation, mais Danick, quand vous dépendez de plus de 80% pour vous nourrir, vous êtes en position de faiblesse. La balance commerciale de la Guadeloupe, elle est comme ça. Et qu'est-ce que ça, en géopolitique, ça s'appelle l'arme alimentaire. C'est-à-dire que on peut vous faire un peu ce que vous voulez. Et c'est pour ça que les grandes puissances, notamment, je me rappelle, lors de la guerre froide, la Russie avait compris ça et avait dit il faut qu'on augmente nos productions, il faut qu'on diversifie. C'est ce que fait la Chine aussi. Tout le monde se diversifie parce qu'ils se disent que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Regardez Cuba. Cubains qui dépendaient beaucoup des soviétiques pour se nourrir. Quand les soviétiques ou de l'extérieur se sont effondrés, ils se sont retrouvés dans une situation difficile. La chance pour Cuba, c'est qu'elle se trouvait dans un milieu tropical avec une possibilité. Et Cuba aujourd'hui se sont transformés d'une monoculture avec des fertilisants, sucriers, avec des fertilisants, engrais, pesticides. Ils sont passés à une agroécologie. Et les gens, même de chez nous, vont se faire former à Cuba. Tout à fait. Donc voilà un petit peu je vais dire le panorama que Pamela a fait un peu rapidement, mais Pamela, je pense qu'on va devoir vous retrouver comme avant, un petit peu plus souvent. Ici pour parler de ces choses-là parce que ça concerne les Guadeloupéens et je pense, vous le dites très bien, que les Guadeloupéens ne sont pas suffisamment conscients ni de leur biodiversité ni de notre dépendance économique. Je parle économique pour l'instant, je parle pas politiquement. Enfin, tout est lié, on le sait. En tout cas, il est 13h49. Je remercie Pamela d'être venue nous dire tout cela. On a reçu ce matin aussi, Monsieur Certain, la question de l'eau se pose aussi, Marie, et je pense qu'il y a du blé à moudre, s'il y avait du blé ici. Voilà, il est 13h49, on va 13h50, on va se quitter. On se retrouve lundi dans le ZCL encore pour une semaine, puisque le ZCL prendra ses vacances à partir du 8 juillet, c'est-à-dire vendredi prochain. Ce sera la dernière de la saison, mais on va se retrouver à la rentrée et on aura l'occasion de se revoir, Marie, n'est-ce pas? Vous serez là pour la dernière? Je serai là la dernière. Je profite du petit message pour dire aux lecteurs de Petit Journal que nous serons aussi en vacances au mois d'août. Donc on va vous retrouver on sera à rentrer avec vous, Danick. Absolument, et c'est tout le plaisir et pour moi et pour nos téléspectateurs puisque c'est d'excellents retours. Voilà, c'est fini. Réalisation Zébris aujourd'hui et puis à partir de lundi, Jessie revient après 15 jours de vacances avant que je parte au ciel. On a le relais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye. Merci Pamela. Merci. Et à très bientôt. Merci.